Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode du jour. Si je vous dis expatriation, certaines et certains d'entre vous vont déjà ne serait-ce que voyager par la pensée, alors que d'autres se diront « Ouh là là, jamais pour moi ». Et pourtant, aujourd'hui, en ce début d'année 2024, je vous emmène en expatriation. Une aventure passionnante qui offre aux individus l'opportunité de découvrir de nouvelles cultures, de tisser des liens internationaux et d'explorer des horizons inconnus. Cependant, pour de nombreux expatriés, cette expérience transcende bien plus que la simple découverte géographique. Elle peut également être le point de départ d'une transformation personnelle et professionnelle profonde. De nombreux expatriés se retrouvent à un moment donné de leur vie à un carrefour où ils envisagent une reconversion professionnelle. Et si ce n'est pas eux, c'est leur conjoint. C'est d'ailleurs le cas de Nadia, que je reçois aujourd'hui pour nous raconter son parcours et comment elle s'est mise en action pour réorienter sa vie professionnelle à l'arrivée de sa fille. Bonjour Nadia. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Et avant de commencer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Nadia. Je suis originaire d'Arras, dans les Hauts-de-France. Mais cette région, en fait, je l'ai quittée après mes études. Donc, ça fait un petit moment maintenant. Et actuellement, je vis à Barcelone, en Espagne. Alors, on va y revenir parce que ça n'a pas toujours été le cas. Tu as fait plusieurs pays, justement, en tant que conjointe d'expatriés. Tu es aussi devenue maman. Depuis quand? Oui, alors, ça fait déjà 6 ans. Oui, je suis maman d'une petite fille. Enfin, petite, je ne vais pas dire petite parce qu'elle va pas être contente. Mais d'une jeune fille. Voilà. Est-ce que tu peux raconter à nos auditeurs et nos auditrices comment on s'est rencontrés? Oui, alors ça remonte à quelques temps déjà. Donc, on s'est rencontrés lors du lancement à l'époque Maman Digital en France. Donc, je t'ai accompagnée en travaillant comme community manager pour développer justement ce lancement. Et moi, j'avais j'avais même terminé ma formation espagnole. Et on s'est rencontrés, alors, pas par visio, on a eu le plaisir de se rencontrer en personne quand tu es venue à Barcelone. Exactement, c'est vrai que malgré la distance, on a pu se voir aussi de manière physique avant le Covid, je crois que c'était, et c'était très sympa. Très sympa, oui. À refaire. Exactement. Si tu étais une femme à impact connue, qui serais-tu et pourquoi? Donc, si tu me dis à impact connu, je ne peux pas te dire ma maman, sinon ça aurait été tout de suite ma maman, ça c'est sûr. Mais je vais dire J.K. Rowling de la saga Harry Potter. Pourquoi? Parce que c'est un exemple de persévérance et de créativité. Elle est issue d'une famille modeste et elle a écrit son premier roman dans des conditions difficiles. Elle était à l'époque mère célibataire et sans emploi.
Donc, elle a continué, elle a persévéré et elle a connu ensuite un succès phénoménal avec ses livres, ses films et produits dérivés que tout le monde connaît. Mais aussi, en fait, elle s'est engagée dans des causes sociales et philanthropiques en cofondant notamment l'association Lumos qui offre pour la protection de l'enfance. Donc, moi, j'aime en fait ces personnes qui luttent pour réussir, qui n'abandonnent jamais. Et de plus, j'admire les mamans solo qui doivent tout gérer. Et je trouve aussi qu'on ne les met pas assez en valeur. Donc déjà, être maman, moi, j'ai qu'une fille, mais c'est déjà tout un challenge. Mais les mamans solo qui doivent aussi gérer le travail et les enfants, ça, c'est franchement admirable. C'est clair. C'est vrai qu'on ne les met pas souvent en avant et malheureusement, elles subissent aussi souvent des contre-coups de la société qui est souvent pensée pour les familles, donc pour les couples et pas forcément pour les personnes solo, mais gérant quand même une famille, gérant quand même un ou plusieurs enfants. Exactement. Alors, tu es partie effectivement, tu vas nous raconter un petit peu tout ton parcours professionnel, mais tu es partie à l'étranger, donc comme tu le disais, à tes 17 ans, et puis tu as décidé de te reconvertir. Il y a 17 ans, pardon. J'ai passé 17 ans à l'étranger. Je suis partie après mes études, donc j'avais un peu plus que 17 ans. Un petit peu plus que 17 ans, bon. Donc, tu as passé donc de nombreuses années à l'étranger. Tu as vécu dans plusieurs pays en tant qu'expatrié. Tu as notamment travaillé avec certains diplomates de mémoire, si je ne me trompe pas. Et puis, finalement, lorsque tu es devenue maman, ça a un petit peu bouleversé tes priorités et ta vision de la vie. Et là, tu as entamé une reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux justement nous raconter ce changement et cette évolution qui s'est opérée en toi? Oui, alors j'avais une carrière toute tracée, puisque j'étais fonctionnaire à l'époque. Donc, pour moi, voilà, j'avais accompli ma mission, c'est-à-dire avoir un travail jusqu'à la retraite qui allait me suivre toute ma vie. C'est vrai que j'aimais beaucoup mon travail. Ça, il faut quand même que je le dise. Donc, j'ai été envoyée en mission dans les consulats à l'étranger. Mais à l'arrivée de ma fille, j'ai pris conscience en fait que ce métier, il n'était pas vraiment compatible avec la vie de maman que je m'imaginais. Parce qu'en fait, quand elle est arrivée, et même avant la période de la grossesse, je savais qu'en fait, je voulais m'occuper de ma fille dès sa naissance. Je ne me voyais pas la mettre en nourrice. Il était inimaginable de passer la journée au bureau sans la voir. Et par ailleurs, ma mission à Barcelone s'achevait, donc on me faisait rentrer à Paris. Alors là, c'était vraiment le déclic. Rentrer à Paris avec un bébé, quelle qualité de vie allais-je pouvoir lui donner? Donc là, je n'ai pas hésité une minute. En fait, j'ai demandé une disponibilité à mon travail et je suis restée à Barcelone pour élever ma petite. Et ma fille, en fait, c'est devenu ma priorité. Et, il était hors de question de rater la moindre étape de ces premières années. Pour moi, c'était vraiment inconcevable. C'est vrai que souvent, on a beaucoup de mamans qui se disent « Non, mes enfants, c'est ma priorité » et qui, lorsqu'elles doivent retourner au travail, les premières semaines, les premiers mois, même les premières années, ont la boule au ventre de se dire « Non, c'est pas moi qui suis au quotidien avec mes enfants. Je vais les laisser à une nourrice, je vais les laisser aux grands-parents, je vais les laisser à la crèche, etc. » Et beaucoup se posent la question de comment faire différemment. Donc toi, tu as pu déjà penser tout au long de ta grossesse et te dire en fait, ce que je veux, c'est ça. Et puis ensuite, te mettre en action pour pouvoir y arriver. Donc, c'est vachement bien. Alors, parlons maintenant et rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet, au sujet de l'expatriation et notamment de l'expatriation pour les conjoints, parce qu'on n'en parle pas souvent. On parle souvent des gens qui vont être expatriés ou qui vont partir en détachement aussi, parce qu'il y a plusieurs modes d'expatriation. Mais finalement, les conjoints doivent suivre. Il y a aussi de grands changements, il y a aussi de grands bouleversements. Ils vont aussi découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle nourriture, mais ils vont aussi perdre certains repères et parfois ça va être compliqué de trouver dans le pays dans lequel ils arrivent un nouveau métier ou un nouveau travail pour plein de raisons. Alors justement, tu as créé un blog sur ce sujet et comment toi tu as vécu ces expatriations de ton côté? Alors cette question-là, je vais être honnête, la première expatriation, elle fut assez difficile. Ça, c'est quelque chose que je dois admettre. Pourquoi? Par la simple raison, je pense que je ne m'étais pas préparée du tout. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune, certainement trop innocente. Et donc, pour moi, je faisais ma valise. En fait, je suivais mon conjoint. Et ayant terminé mes études, je pensais décrocher un emploi en arrivant.
me refaire des amis, me sentir bien, voilà, avoir une vie tout à fait normale, mais dans un autre pays. Mais arriver sur place, ça fait tout le contraire. Donc, j'ai été confrontée à des problèmes de visa, à la barrière de la langue Aussi. Là, c'était vraiment waouh, il n'y a personne qui me comprend, je comprends rien à ce qui se passe. Enfin bon, c'était aussi une vie très communautaire. Et puis, la situation politique était compliquée et j'ai dû faire face aussi à l'isolement. Hein. Forcément, quand tu ne parles pas la langue, tu te retrouves assez vite dans ton coin. Alors, il faut préciser pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, que tu n'es pas partie tout de suite à Barcelone. Non, alors voilà, oui, je ne l'ai pas dit, donc tu as raison. La première expatriation, c'était en Israël, ou plutôt à Jérusalem, donc une ville voilà, où tout se passe. C'est vraiment une ville particulière. Mais pourtant, en fait, ce chapitre de ma vie, je le changerai pour rien au monde aujourd'hui, parce qu'il m'a fait grandir. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. J'ai découvert une région du monde, certes complexe, mais j'ai beaucoup appris sur son fonctionnement. Et puis, il m'arrive parfois d'avoir des petits moments comme ça de nostalgie. Mais ça, je les garde au fond de moi. Donc ça, c'était ma première expatriation, donc Jérusalem, Israël. Et puis la deuxième, eh bien, celle-ci, elle est arrivée un peu comme un cadeau de la part de mon employeur, puisque j'ai été mutée donc, à Barcelone. Il faut savoir que depuis petite, j'ai toujours dit que je voulais aller vivre en Espagne. Et là, je débarquais à Barcelone, la ville voilà, jeune, dynamique, sportive, en bord de mer. Pour moi, c'était waouh, la récompense. Et en fait, dès que j'ai posé les pieds sur le tarmac, je savais que j'atterrissais dans une ville qui me serait difficile de quitter. Et tu vois, maintenant, ça va faire, ça fait 10 ans que j'y suis installée. C'est vrai que lorsqu'on aime le rythme espagnol, Barcelone est une ville vraiment magique. On est face à la Méditerranée, il fait toujours beau, bon. C'est effectivement, comme tu le dis, une ville hyper dynamique, il se passe énormément de choses. Et puis, on a aussi pas mal de jeunes qui viennent aussi faire Erasmus ou autre. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours des bars, de l'animation, etc. Et c'est vrai que lorsqu'on aime en tout cas l'ambiance du Sud, Barcelone est une ville très, très agréable. C'est clair. Oui. Alors, petite question sur les défis, maintenant que tu nous as raconté un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui est compliqué ou qu'est-ce qui est un défi pour toi en tant qu'expatrié au quotidien? Donc oui, il m'arrive au quotidien d'avoir, par exemple, des petits coups de blues quand je pense notamment à mes proches restés en France. Tu sais, lorsque tu aimerais partager justement des anecdotes, une simple colère ou un événement qui t'est arrivé dans la journée, voilà, tu peux pas appeler tes amis, leur dire « Allez, ce soir, on se boit un verre, j'ai envie de discuter avec toi. » Ou alors, tu viens dîner à la maison demain. Toutes ces petites choses, en fait, je peux pas les faire. Et c'est vrai que ça me manque. Et puis, un autre défi, c'est notamment au niveau de la langue. Alors, je maîtrise l'espagnol, il y a aucun problème. Je comprends aussi le catalan, même si parfois, je le parle pas encore, ça va venir. C'est un de mes objectifs, mais voilà. Mais quand même, malgré tout, il existe parfois des moments où je n'arrive pas à me faire comprendre. Donc, c'est voilà, le défi au quotidien, ce serait ça. Ce serait, il faut sortir de sa zone de confort, aller vers les gens, régler chaque problème du quotidien, comme tout le monde en France, mais cette fois-ci, ça se fait dans une autre langue. Donc, on a une difficulté supplémentaire. Mais bon, malgré tout, avec les années, en fait, on gère quand même un peu mieux tous ces défis qui surviennent au quotidien. C'est vrai qu'effectivement, la langue peut être une barrière, même si on la comprend bien. Parfois, on n'utilise pas les bons mots ou on peut avoir des incompréhensions qui se créent malgré nous. Oui, on pense utiliser le bon mot et quand on voit la tête de la personne en face, on se dit « Oh là là, c'était peut-être pas ce mot en fait à employer. » Bon, après, bon, c'est assez marrant quand même. Quelles sont les difficultés que tu as identifiées maintenant que tu es maman, que tu es un parent, lorsqu'on est à l'étranger ou lorsqu'on part à l'étranger et quelles sont les difficultés, cette fois-ci plus spécifiquement, liées à la perte de travail, parfois peut-être à la perte du sens que peut ressentir un conjoint lorsqu'il suit son mari ou sa femme en expatriation?
Donc, en tant que maman ou parent, hein, je dirais que la grosse difficulté, c'est ce que je disais précédemment, c'est de ne pas avoir ses parents, sa fratrie ou ses amis à ses côtés. Et par exemple, moi, je me suis sentie bien seule à la naissance de ma fille. Donc, même si mes parents, bien sûr, ils ont fait le déplacement pour ces premiers jours. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas tes parents ou tes meilleurs amis près de toi pour leur faire part de tout ce qui chamboule ta nouvelle vie de maman. Et les mamans savent combien on est assez perturbé. Donc, tu dois te débrouiller uniquement avec ton conjoint. Et parfois, évidemment, ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai de la chance pour ça. C'est mon conjoint, c'est beaucoup investi dans son rôle de papa. Mais c'est vrai que quand on est fatigué, qu'on a besoin... Oui, je suis une personne qui te prenne la petite 1 heure ou 2 pour que tu fasses une petite sieste ou que juste que tu décompresses. Ça, c'est compliqué. Donc, pour moi, ça a été ma plus grosse difficulté en tant que maman à l'étranger. Et puis, au niveau de la perte de travail, je dois t'avouer qu'il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour faire le deuil de ma carrière, comme on m'a dit. Hein. Ouais, c'est comme un deuil, c'est-à-dire que comme j'aimais mon travail, j'étais entourée, j'avais des collègues, j'avais un environnement en fait stable, même si voilà, j'étais amenée à bouger dans les autres pays. Mais il n'empêche que je me suis souvent sentie dévalorisée en laissant mon métier de côté. C'est comme un peu comme une perte d'identité, finalement. D'accord. Ah oui, carrément. Ok. Ouais. Alors, tu nous expliquais en début d'épisode que suite à l'arrivée de ta fille, tu avais besoin de te reconvertir, notamment pour passer plus de temps avec elle. Hein. Ton objectif premier, c'était de pouvoir l'éduquer au quotidien. Comment tu as pu réussir à rebondir en tant qu'expatrié? Parce que déjà, rebondir en France lorsqu'on souhaite se reconvertir, c'est une chose, mais en plus, à l'étranger, d'après toi, parce que tu ne l'as pas vécu en France, mais est-ce que c'est plus difficile ou plus facile qu'en France de faire ce type de, on va dire, de saut dans l'inconnu? Je savais que je ne voulais pas être mère au foyer à 100%, même si je te dis que je voulais passer du temps avec ma fille. Mais il y a une période où, après, quand les premiers mois sont passés, je ne me voyais pas être toute la journée, etc., à 100% pour elle. Alors, il y a un jour, je me souviens, mon conjoint m'a dit, mais pourquoi tu ne te lances pas dans une activité à ton compte, une activité, je ne sais pas, qui te permette de travailler le nombre d'heures que tu souhaites, puisque lui est également à son compte. Et puis, j'en ai parlé aussi à mes proches et ils m'ont encouragée, en fait, à me dire, oui, tu es tout à fait capable, pourquoi tu te lances pas dans une activité, toi, comme ça, tu la gères au quotidien et puis tu gères aussi ton rôle de maman. Donc, après tout, oui, c'est vrai. J'avais toujours dit à mes parents que je serais chef quand je serais grande. Donc, voilà, se lancer à son compte, c'était un peu concrétiser cette volonté que j'avais dans mon enfance. Et puis, comment ça s'est passé? En fait, pendant ma grossesse, je passais beaucoup de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert le métier de community manager, que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, au lieu de passer du temps comme ça pour rien, sur les réseaux, sur Internet, pourquoi j'en ferais pas mon métier? Pourquoi je ne commencerais pas une nouvelle voie? Donc, j'ai pris la décision de me former. Et puis, ça m'a plu, en fait. Donc, j'ai commencé ma reconversion dans le community management. Tu as d'autres compétences aussi à ton arc. Oui, alors moi, je suis quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Donc, oui, forcément, je me suis après formée à la rédaction web, au SEO. Et maintenant, voilà, c'est plus le SEO qui a pris le dessus. Mais oui, je pense qu'aussi l'avantage d'être à son compte, c'est que tu peux te former en permanence, apprendre, rebondir dans une autre activité qui te plaît le mieux ou qui est plus adaptée à ton profil. Enfin, c'est clair. Donc, sur ta question, alors savoir si c'est plus simple de se reconvertir en Espagne qu'en France, moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de différence. Je dirais que cela dépend en fait de la motivation, de la persévérance, de son objectif de vie et aussi de l'entourage. Car même si vous pouvez tout à fait vous reconvertir sans l'aval de vos proches, finalement, ce sera tout de même plus simple si l'entourage vous envoie des ondes positives. Parce que si, par exemple, vous avez votre conjoint et vous dit « Ouais, mais là, qu'est-ce que tu fais là? Tu es tout le temps sur le téléphone, tu perds ton temps. » Enfin, voilà, si vous avez quelqu'un qui vous enfonce tous les jours ou qui ne comprend pas vraiment ce que vous faites, etc., c'est un peu compliqué, en fait, de se reconvertir ainsi. C'est clair. Effectivement, les proches jouent aussi sur le fait d'y arriver ou de ne pas y arriver. Il y avait une étude qui était sortie récemment, je crois que c'était l'année dernière de mémoire, qui expliquait que 60% de la réussite
d'un entrepreneur passe par ses proches. C'est-à-dire, soit on est soutenu et du coup, on a des ailes et on y va, soit on n'est pas soutenu et on a tendance en fait à laisser tomber plus facilement parce que justement, à chaque fois, on va avoir des remarques négatives. Oui, puis on a besoin, hein, on a tous les montagnes russes de l'entrepreneur, c'est-à-dire il y a des fois, on n'a pas trop le moral, on est démotivé. Et s'il n'y a personne à nos côtés pour aller nous donner un petit coup de boost ou nous dire non, mais vas-y, c'est pas grave, ça ira mieux demain, etc., c'est compliqué à gérer aussi tout ça tout seul. C'est clair. Alors justement, est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques astuces sur le plan professionnel que tu pourrais transmettre donc à ceux et celles qui nous écoutent et qui seraient amenés à vivre une expatriation, peut-être également aux conjoints, peut-être surtout aux conjoints qui souhaiteraient se reconvertir pour ne pas subir cette période d'expatriation, et ne pas avoir non plus à justifier un trou dans le CV s'il y a un retour en France, parce qu'on sait que les trous dans le CV en France sont vraiment mal vus. Oui, malheureusement, ça ne change pas. Non. Que ça se bouge légèrement, mais bon. Moi, je vais surtout parler des conjoints expatriés, c'est vrai, parce que avant, dans ma carrière, je les prenais pas en compte. Et en devenant maman et en me mettant à mon compte, je me suis vraiment rendu compte que ces conjoints, on les oublie trop, on n'en parle pas. Ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Donc, dans les conjoints que j'ai rencontrés, alors beaucoup par Internet, parce que c'est vrai, l'expatriation, ce n'est pas que Barcelone, c'est le monde entier. Mais je vois beaucoup de conjoints expatriés, donc en grande majorité des femmes, qui reportent leur désir de reconstruire une carrière en expatriation. Donc, je comprends tout à fait, hein, car une expatriation, ce n'est pas de tout repos. En fait, les premiers mois, tu les consacres à l'installation. Il faut faire en sorte que les enfants trouvent leur place, que tout le monde s'habitue à son nouvel environnement. Donc, c'est vrai que les conjoints ont tendance à prendre soin des autres membres de la famille. Mais en fait, j'ai envie de dire à tous ces conjoints, attention, ne vous oubliez pas. Écoutez vos envies en termes de vie professionnelle, même avant de partir. Faites plutôt un bilan de ce que vous aimeriez faire une fois sur place. Et par exemple, je ne sais pas, une activité que vous n'avez pas pu mettre en place en France, faute de temps ou trop ancrée dans la routine. Renseignez-vous sur les possibilités d'un métier indépendant qui vous suive partout, parce que ça, c'est une possibilité. Un métier qui puisse vous permettre de travailler dans chacun de vos séjours à l'étranger. Et puis, n'hésitez pas surtout à vous lancer. En fait, vous n'avez rien à perdre. Concrètement, il n'y a rien à perdre à tenter, à se lancer dans une activité à votre compte. Et puis, si vous vous dites que vous avez le temps, que vous verrez ça dans quelques années pour reprendre une activité, en fait, vous risquez d'être confronté à la dure réalité qu'on vient de dire, c'est celle de ne rien trouver en fait à la hauteur de vos espérances, parce que en France, on n'aime pas les trous dans le CV. Vous allez devoir répondre à la question fatale. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans, pendant 10 ans vous vous êtes coulé douce au bord d'une piscine. Ça, c'est des clichés que je n'aime pas, mais bon, qui existent. Et finalement, peut-être qu'on vous proposera un poste, mais ce sera pas... vous n'allez pas retrouver un poste comme avant, en fait, les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités. Et vous risquez quand même une grosse frustration. C'est vrai, c'est clair. Donc, en résumé, se lancer, j'y reviendrai justement. Pour finir cet épisode, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager en lien avec le sujet du jour, l'expatriation, et notamment l'expatriation pour les conjoints et la reconversion? Oui, alors, je peux en effet vous parler de ma première expérience, donc en tant que jeune expatriée, quand je suis arrivée en Israël, en fait, je suis arrivée juste après mes études, donc poursuivre mon conjoint. Et en arrivant sur place, j'ai trouvé très rapidement un poste dans une grande agence de tourisme. Donc, c'était parfait, j'étais heureuse, je dis « Ah, super, j'arrive, je contacte une des grosses agences de tourisme sur Jérusalem, ils veulent de moi, waouh, je suis aux anges !» Et puis, tout est parti comme ça, un peu en déception, parce qu'en fait, ils te font un visa de travail. Et lorsque j'ai effectué ma demande sur place, les autorités ont catégoriquement refusé la délivrance de ce visa de travail. Et donc là, ça a été le coup de massue. En fait, j'ai été découragée.
Mais voilà, il m'a fallu un petit moment pour reprendre un peu confiance. Et c'est vrai que j'aurais pu tout abandonner pour rentrer en France. Hein. Finalement, j'étais partie avec une valise, il suffisait de la refaire. Et puis, je dis, bon, bah voilà, ça marche pas et je rentre. Mais moi, j'ai pas l'habitude, en fait, d'abandonner aussi facilement. Donc là, j'ai pensé, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire face aux autorités, leur montrer que, voilà, je veux vraiment travailler, je veux vraiment m'intégrer, etc. Et donc, je me suis dit, la langue, c'est l'hébreu. J'y connais rien. Donc, pour me donner une chance supplémentaire de décrocher un emploi, je vais apprendre la langue. Allez, on y va, c'est parti. Et 9 mois plus tard, alors c'est marrant, 9 mois, c'est pas que j'ai eu un bébé, 9 mois plus tard, non. Mais au bout de 9 mois, avec la méthode qu'ils ont sur place, en fait, je parlais, écrivais et lisais l'hébreu. Oui, ce qui peut paraître invraisemblable quand on en parle en France, mais c'était exactement ça. Ils ont une méthode exceptionnelle. Et là, en fait, après cet apprentissage, j'ai réussi à décrocher un travail, à obtenir un visa. Donc, c'est pour ça que je vous encourage, toutes celles ou tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment à toujours croire en vous et aller de l'avant quoi qu'il arrive. Oui, et puis chercher du coup des solutions, c'est vraiment ce que tu as fait. On t'a dit non. Tu aurais pu faire tes valises et rentrer dans l'autre sens. Finalement, c'était juste un billet d'avion, comme tu le dis. Mais tu t'es dit, je vais trouver une solution pour que finalement les autorités me permettent en fait d'aller sur ce que je veux, c'est-à-dire de décrocher un travail et je vais leur montrer que je suis capable de m'intégrer. Donc, merci beaucoup pour ce partage personnel et puis surtout pour ta présence aujourd'hui. Je pense que pour toutes celles et ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout, ça a dû être très inspirant de montrer que finalement, la résilience est une caractéristique importante pour pouvoir atteindre ses objectifs et que oui, on rencontre bien sûr des difficultés, des obstacles, mais on va y arriver si on ne lâche pas et qu'on trouve des solutions pour passer outre ces obstacles qu'on peut, qui vont être sur le bord de notre route au fur et à mesure de notre chemin. Donc je dirais, pour pouvoir synthétiser, que vous soyez en France d'ailleurs ou à l'étranger, pensez à ce que vous aimez faire, cherchez des solutions aux problèmes que vous rencontrez, il y en a forcément, et puis lancez-vous. Comme tu le disais tout à l'heure, Nadia, vous n'avez rien à perdre et vous avez tout à gagner. Oui, très belle phrase pour conclure. Merci à toi, Nathalie, pour cette invitation et pour ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Merci de l'avoir accepté. Alors, chères auditrices et chers auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur votre plateforme préférée pour nous encourager en nous laissant une petite note ou un commentaire ou directement en nous envoyant un petit mail à information@la-tribu-digital.fr. Je vous souhaite à chacune et chacun une très belle journée, après-midi, soirée, et puis je vous retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. À très vite.